Deuxième partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Dominique Yandoka, premier secrétaire général du mouvement Centrafrique Ita, initiative pour la transformation par l'action. Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, coordinateur du pacte et directeur Afrique centrale de l'organisation internationale Internet sans frontières. Alors nous parlions donc de la force G5 Sahel et de certains dirigeants africains qui appellent à une plus grande implication de la communauté internationale en termes de, en tout cas sur le plan du financement de cette force. Est-ce qu'au-delà de l'aspect financier, est-ce qu'il n'y a pas également à interroger sur la volonté politique des dirigeants africains quant à l'indépendance financière de cette force G5 Sahel? Dominique Yandoka. On ne peut pas parler d'indépendance financière, parce que tous les dirigeants vous diront que l'Afrique n'a pas les moyens. Elle doit se retourner systématiquement vers les partenaires pour pouvoir renflouer leur caisse ou régler les problèmes internes. Ce que moi je trouve quand même désolant. On parle du cas malien aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a un plan. Il y a un plan d'investissement, ce qu'ils appellent le PIP, je ne me rappelle plus. Il y a un plan d'investissement prioritaire qui s'élève à plus de 6 milliards d'euros. Tout le monde sait que le Mali n'a pas l'argent pour financer toutes ces infrastructures sociales de base, les écoles et autres, ainsi de suite. Vers qui elle va se retourner pour demander? Il y a eu une table ronde en février 2018, il y a eu des levées de fonds. Mais qui, si vous regardez autour de cette table ronde, qui sont ces pays qui ont promis au président malien ou à l'État malien de financer ces projets? C'est toujours le même pays. Donc, ceci dit, on ne peut pas parler d'indépendance financière aujourd'hui dans le cas de la résolution de tous les conflits en Afrique. Parce que ces conflits, malheureusement, c'est des conflits non seulement d'intérêt à la base. Quand quelqu'un vient vous voir, quand un pays occidental qui vous vient en aide, ce n'est pas pour rien. C'est pour protéger leurs investissements. Dans chaque pays en Afrique, chaque pays occidental à des investissements et ces pays-là puissent venir pour protéger parce que ça risque de leur coûter cher si jamais ils protègent. Ce qui est normal en fin de compte. Mais alors pourquoi l'Afrique n'est toujours pas capable effectivement de défendre ses propres intérêts? Et tout à l'heure on parlait de ces financements qui sont finalement tous azimuts. Est-ce qu'il n'y a pas là une perte de souveraineté aussi quelque part? Absolument. Une perte de souveraineté. Aussi, en fait, regardez la capacité militaire de ce pays. Aujourd'hui, que ce soit le Tchad, le Niger, le Mali, la Mauritanie, ils envoient des militaires, ils n'ont que des militaires. Ont-ils la capacité technique, des avions pour contrôler le taux de territoire, des satellites pour suivre? Non. Moi, je vois les bases militaires françaises, américaines qui sont sur place, c'est toute une logistique. On n'a pas cela. Donc, pour avoir, même si aujourd'hui on donnait l'argent à ces États, qu'est-ce qu'ils font plus qu'envoyer juste des soldats? Est-ce qu'envoyer des soldats suffira? Non. Donc, pour moi, il faut une politique globale de sécurité qui prendra en compte les causes de ces problèmes. La solution, tous azimuts et uniquement militaire, ne suffira pas. Il faut des réponses sociales, il faut des réponses politiques, il faut des réponses économiques pour régler vraiment ces problèmes. Même si on donnait des milliards à la force G5, c'est pour durer combien de temps si c'est les mêmes causes reproduisent encore plus d'effets? Ça ne suffira pas. Donc pour moi, il faut une solution globale, pas uniquement militaire. C'est vrai, la force militaire c'est nécessaire, mais à un instant donné et à court terme. À moyen terme et à long terme, il faut trouver d'autres solutions. Et ces solutions-là seront africaines. Aujourd'hui, qu'on en veuille ou pas, il y a toujours des dialogues. On parle avec tous ceux qui sont sur le territoire. Quand on regarde les accords de paix entre le gouvernement malien de 2013 à Ouagadougou, 2015 en Alger et le pacte pour la paix aujourd'hui à l'ONU, que le secrétaire général de l'ONU, Guterres, est en train de aussi faire la promotion, on voit bien que on parle à tous ces acteurs. Même au groupe armé dit djihadistes, les gens parlent avec eux. Vous voyez? Donc du coup, moi je crois qu'à un moment donné, il faut utiliser aussi ces leviers pour pouvoir régler le problème dans le fond. Après, le reste, c'est de renforcer la capacité africaine. Donc ne donnez pas l'argent ou des budgets à des forces disparates,
mais donnons ce budget, donnons cet appui militaire, technique à l'Union africaine. Et l'Union africaine saura, je dis bien saura, pouvoir réorienter ça et gérer de façon globale et africaine en intégrant la force de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO aussi a une force militaire. Aujourd'hui, quand on regarde le budget économique de la CEDEAO, c'est énorme. Économiquement, la CEDEAO est fonctionnelle et viable. La CEDEAO pourra financer ses forces. Pourquoi la CEDEAO ne fait pas? C'est ça qu'il faut se poser la question. Donc, parce qu'ils savent très bien qu'il y a d'autres personnes qui paieront à leur place et eux, ils vont utiliser cet argent-là pour autre chose. Alors, est-ce que les 5 pays aussi ont associé les autres Justement, partenaires quand j'ai dit que la solution globale, c'est ça. Quand on donne la main à l'Union africaine de le faire, il y aura cette association de façon verticale. Il y aura l'Afrique et l'organisation régionale, sous-régionale et les organisations transversales. D'ailleurs, tous les pays du G5 n'appartiennent pas à des zones économiques données. Ils appartiennent à des zones économiques différentes, du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Voilà. Je ne crois pas une seconde que l'Union africaine est capable aujourd'hui de mettre en place une force multidimensionnelle exclusivement africaine et que cela puisse marcher comme on pouvait l'imaginer dans d'autres pays, ailleurs ou dans d'autres continents. Pourquoi j'ai dit cela? Je prends l'exemple de la Centrafrique. Nous avons plus de 11 000 militaires. MINUSCA. Hein. Dont au moins 90% de ces militaires sont composés exclusivement des forces africaines. Mais ils sont là pour me faire le maintien de la paix, bien entendu. Mais quand il y a agression des groupes rebelles, ces forces n'obéissent qu'à leur état-major. Pas du groupe, mais plutôt qu'ils demandent d'abord l'avis de leur état-major d'origine, qui disent « vous pouvez y aller, allez-y, si vous ne pouvez pas, on peut leur tirer dessus, on peut tuer des gens devant eux, personnagisme. » Pourquoi? C'est un problème. Ne confondez pas, ça c'est une mission de paix, ils font la police, ce n'est pas des forces combattantes, attention, ce n'est pas des forces combattantes. Attendez. Comment ça, des forces combattantes? C'est des forces d'interposition. On parle, en fait, c'est juste un jeu de mots. Non, il faut... Parce que c'est ces mêmes militaires qui peuvent aujourd'hui... Il faut savoir leur mission. Non. Donc c'est pour cela que j'ai dit que les casques blancs africains, cette force, c'est une force d'interposition. Oui. Ils sont là pour la protection civile, protection des gens non armés. Parce que ça fait partie leur rôle, justement, leur rôle, et quand on attaque les civils, quand on tue les civils, quand on pille les maisons et autres, ils sont là pour faire s'interposer. C'est-à-dire utiliser la force, parce qu'ils ont un mandat aussi clair. La résolution donnée par les Nations Unies leur donne le pouvoir d'agir. Mais malheureusement, dites-nous pourquoi l'Union africaine ne peut pas. C'est ça ce qui est intéressant. Vous dites qu'il ne peut pas, l'Union africaine. Dites-nous pourquoi. Qu'est-ce qui les empêche? Voilà l'exemple. Même si il faut remonter le problème un peu, parce que cette force, enfin, la MINUSCA chez nous est financée par l'ensemble de la communauté internationale. Et ils n'arrivent pas à obéir. Combien de fois? Pourquoi? Donc on en vient toujours à ce problème de financement. D'entente, de cohésion dans les actions au sein de l'Union africaine. Et comment vous trompez largement. Je ne me trompe pas, c'est les faits. Et dites-moi, regardez la Somalie. La Somalie, où il n'y a que des forces africaines sous le mandat de l'Union africaine qui ont réussi à remplir leur mission. Ça, il faut vraiment applaudir. Ne dites pas que l'Afrique ne peut rien. Vous voyez, il y a combien de forces en Somalie? Il y a eu combien de forces? Non, il est inacceptable de dire que l'Afrique ne peut rien, l'Union africaine ne peut rien. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas rien. L'Afrique, elle n'est pas prête. L'Union africaine n'est pas prête aujourd'hui de s'asseoir autour d'une table, prendre des mesures. Ce n'est pas le pays le plus stable du continent. Oui, mais quand même, l'Afrique a joué son rôle. L'exemple... On doit aider l'Afrique à le multiplier ailleurs. Dire que l'Afrique ne peut pas, c'est sous-estimer l'Afrique. Pour le moment, attention, nuance. J'ai dit que l'Afrique ne peut pas. Les forces africaines peuvent le faire. Oui. Mais il faut d'abord passer par la prise de conscience, qui est la troisième étape même. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils acceptent.
Non. Mais si. Je vous le dis aujourd'hui, de mon vivant, il se passe des choses dans d'autres pays, qui est le mien, la République centrafricaine, où vous avez une forte communauté africaine représentée au sein de la mission des Nations Unies, mais qui sont... mais ça, c'est les Nations Unies. Mais oui. Vous avez bien dit Nations Unies. Pourquoi vous accusez l'Afrique? Et pourtant, ça pouvait être un cas d'école. C'est un exemple. Alors, ça veut dire, si je comprends bien votre pensée, c'est que l'Afrique peut le faire, mais il manque une structure pour mutualiser toutes ces forces-là. C'est bien ça? Non seulement il manque la structure, mais d'abord que les gens acceptent. Mais qui? D'être à la hauteur et d'accepter l'entraide entre l'Union africaine. Moi, je crois que... Or, tous les pays africains aujourd'hui, bon nombre de nos présidents aujourd'hui, sont téléguidés depuis l'extérieur. Je crois que c'est une façon très simpliste de voir l'Afrique. Ce n'est pas une façon simpliste, c'est une vérité. Regardez vous critiquez l'Union africaine. Je ne critique pas. Vous ne voyez que le côté négatif, les ratés des choses. Maintenant, regardez ce qui s'est passé en Gambie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Regardez ce qui s'est passé en Gambie. L'Union africaine, avec la CEDEAO, ont envoyé une force africaine pour régler le problème. Alors c'était surtout la CEDEAO, Abdelkerim. Ensuite, l'Union africaine a intervenu. L'Union africaine a la capacité de le faire. Pour moi, en tout cas, ma vision des choses. Avoir la capacité, c'est une chose, intervenir, c'est autre chose. Il y a un fossé entre les deux. On a les militaires, on a les hommes qu'il faut, on a des États qui s'entendent. Regardez la Corne d'Afrique, ce qui se passe en ce moment dans la Corne de l'Afrique. C'est les Africains et c'est l'Union africaine qui a réussi à régler les problèmes de l'Érythrée et de l'Éthiopie, le problème entre le conflit qui se passe aussi au Sud-Soudan. L'Union africaine est en train de régler des problèmes. Alors l'Union africaine, non. Est-ce que vous n'êtes pas en train... Je vous jure, il faut donner maintenant les moyens. Non, j'enjolive pas, mais quand même, j'encourage nos dirigeants à aller... On ne peut que les encourager. L'Union africaine, dans le règlement du conflit entre l'Éthiopie et pourquoi ça a marché? Pourquoi ça a marché? Vous êtes un peu... Pourquoi ça a marché? Parce qu'on a réduit les problèmes de façon... On donne le pouvoir et les moyens à des pays de champ, de la région, de pouvoir régler le problème au niveau régional et localement, avant d'aller de façon globale. Donc si on règle le problème de façon locale, petit à petit, l'Afrique reprendra les mains. Maintenant, le problème des finances. Eh bien, il y aura des moyens de lever des fonds en Afrique. Cette fois-ci, il faut pouvoir harmoniser maintenant tout cela et imposer des... Comme Kagame a décidé maintenant de demander, seulement de régler les règles de fonctionnement de l'Union africaine. Tu ne payes pas tes cotisations, tu n'as pas de voix. Tu ne payes pas les taxes, tu n'as pas de place. C'est ainsi de suite, on arrivera à pour moi, ce n'est pas une nouveauté. Hein. Ça a déjà été... Alors, mais ça ne marche pas trop. Ça n'a jamais marché. Mais ça n'a marché nulle part. Ça n'a marché nulle part. La taxe Kaberuka n'est pas acceptée par tous. Mais regardez l'Union européenne. L'Union européenne n'a jamais réussi à fonctionner normalement. La France fait des politiques à côté, l'Allemagne fait à côté. Même en Europe, il y a d'autres pays qui paient pour les autres. Non. L'Union européenne aussi n'a pas réussi d'avoir une politique étrangère, une armée européenne pour intervenir. Alors ne demandez pas que à l'Afrique. Donc chacun fait avec ses moyens. L'Union européenne vient dans l'OTAN. Non. Donc c'est pas la même chose. L'OTAN c'est qui? C'est les Américains. Donc voilà, ne dites pas que l'Afrique est nulle et l'Afrique ne peut rien, non. Personne dit ici que l'Afrique est nulle. C'est ce que vous avez dit depuis le début. Je suis en train de vous dire ceci, que nous ne sommes pas encore prêts. On est prêts. Nous ne sommes pas prêts psychologiquement. Psychologiquement, on est aussi prêts, mon frère. Non. Nous ne sommes pas prêts psychologiquement. Parce que c'est le jour que nous serons prêts psychologiquement, c'est-à-dire d'accepter. Qu'entendez-vous expliquez-vous. Qu'entendez-vous être psychologiquement prêt? On est au XXIe siècle, vous demandez aux Africains qui ne sont pas encore prêts. Dites-nous quelle est cette psychologie qui vous reproche aux Africains de n'être prêts. D'accepter de vous supporter. D'accepter que vous... Ah non, justement. Malheureusement, non. Mais vous visez qui, Dominique Yandonka? Qui ne se supporte pas? Vous parlez de la Centrafrique? Non, je ne parle pas de la Centrafrique. Les États africains ne se supportent pas parce que chaque pays veut avoir une zone d'influence. Mais c'est normal, ça. Oui. C'est normal. Justement, comme ça fait un peu partout ailleurs. Oui. Sauf que les gens s'entendent entre eux. Non, les loups ne se bouffent pas entre eux. Seuls les loups africains se bouffent entre eux. Ça, c'est pas possible. Oui, je vous le dis. C'est des faits qui sont réels. Pourquoi les missions africaines n'ont rarement réussi? Enfin,
ont rarement réussi à chaque fois que l'Afrique s'investit dans un projet. Parce que c'est les puissances internationales qui ont saboté pour pouvoir avoir leurs propres zones d'influence. Donc vous conviendrez avec moi qu'il faut être d'abord prêt psychologiquement. On est prêt psychologiquement. Regardez, aujourd'hui, les États-Unis font la guerre à l'Europe. Ça, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite aujourd'hui. Je ne souhaite pas moi. Je vous souhaite à tous. On souhaite à ce que nous soyons tous prêts. C'est-à-dire qu'il y ait une prise de conscience collégiale de dire qu'il faut que nous arrêtions d'être financés par des puissances étrangères pour résoudre nos problèmes sur le continent. C'est ce que j'avais dit au début, non? Oui. Merci de revenir alors. Mais si je reviens, c'est-à-dire que j'en appelle à la conscience de tous les Africains. Alors pour vous, pour le moment, si j'ai bien compris, en gros, les dirigeants africains ne sont pas psychologiquement prêts à se défaire en quelque sorte de la communauté internationale. Exactement. En termes de financement notamment. Alors effectivement, est-ce que ce n'est pas une question qui mérite d'être posée? Est-ce que les Africains, est-ce que les dirigeants africains effectivement sont réellement prêts ou à se défaire quelque part de la communauté internationale? Pourquoi toujours associer la communauté internationale? Je ne crois pas à cette thèse, cher ami, parce que ne pensez pas que les puissances qui veulent mettre la main sur l'Afrique ne font rien. Aujourd'hui, quand vous partez au sommet de l'Union africaine, vous avez tous les États qui agissent dans les couloirs, qui essaient d'influencer tel dirigeant, tel dirigeant. Il y a des dirigeants qui sont redevables à ces puissances, qui font ce qu'on leur dit. Donc, comment voulez-vous que l'Union africaine puisse évoluer si on a des dirigeants qui sont redevables à des puissances? Donc, je vais revenir. Donc, ce n'est pas une question de conscience, mais c'est une question de génération. Mais non, ce n'est pas une question de génération. Changeons de génération. Nous ne pouvons pas éradiquer la génération qui nous a mis dans cette situation. La nouvelle génération qui ne redevable à personne. Nous devons plutôt réfléchir vers une migration de génération et le renouvellement de la classe politique africaine, des leaders africains. Et ça passe d'abord par la prise de conscience. Que vous êtes d'accord avec moi que si ça aurait été vous à la place du président Déby aujourd'hui, vous n'aurez pas coupé l'Internet aujourd'hui, les réseaux sociaux au Tchad. Si vous serez à la place du président Paul Biya aujourd'hui, le 7, le jour du vote, vous n'allez pas couper l'Internet au peuple camerounais. Vous voyez? Donc les gens ne sont pas décomplexés. Combien de chefs d'État africains qui ont défié justement ce que vous en entendez dire? Regardez maintenant ce que le président ghanéen est en train de dire. Dire, c'est faire autre chose. Faire exactement ce qu'il dit. Mais il est il est en train de dire stop à cette aide internationale, stop à la dette. 54 pays africains. Il y a plusieurs écoles. Je vais y arriver. Alors, Abdelkerim, je ne peux pas vous couper, mais on doit marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants, dans quelques secondes. À tout de suite. Merci.